Le but, c'est de savoir comment redonner le pouvoir aux personnes. Est-ce qu'elles peuvent maîtriser, consentir, s'opposer, faire supprimer des traces dans leur vie mobile avec la géolocalisation et dans leur vie également dans le monde physique lorsque elles fréquentent un magasin. Donc la traçabilité sur Internet, dans les espaces mobiles et dans le monde physique pose une question, c'est est-ce que la personne est d'accord, est-ce qu'on est consciente et est-ce qu'elle peut agir sur sa sphère de vie privée. Pour ça, il y a autant de confiance qu'on a de relations avec des personnes. On peut parler beaucoup de soi sur les réseaux sociaux et ne pas vouloir être localisé. Ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène. Ça veut juste dire que si on veut exercer des droits à un moment, faire des choix de à qui on veut parler et pendant combien de temps, il faut pouvoir mettre du droit et de la volonté de l'utilisateur dans les outils. Pour les entreprises, l'enjeu il est clair. Si la méfiance est trop forte, elles n'arriveront pas à développer leurs services suffisamment. Et deuxièmement, si la réglementation n'est pas la même en Europe par rapport à celle qu'elle peut être aux États-Unis par exemple, il y aura un déficit de compétitivité. Et pour les États, il s'agit de mieux protéger les citoyens sans les mettre derrière une ligne Maginot inefficace, réglementaire, européenne, qui n'aurait pas d'effet en dehors des frontières. On va vers de la négociation internationale. On va vers une ergonomie des choix des utilisateurs qui serait directement dans les outils. Ça ne sert plus à rien de rédiger 95 pages de conditions d'utilisation qui sont faites pour ne pas être lues. Mais il faut essayer de simplifier le discours sans être dans une simplification qui n'informe plus, ni dans une simplification qui fait peur à tout le monde. Et c'est cette recherche d'équilibre que les entreprises font en testant leurs outils sur des aspects d'usages sociaux plus que sur des contraintes juridiques. Et c'est ce que doivent faire les régulateurs, et peut-être ne le font encore pas assez, dans le but non seulement d'être puissants dans leur sphère d'intervention, mais aussi compréhensibles pour pouvoir exporter les règles européennes, qui sont bonnes, mais qu'il faut maintenant pas simplement décréter, mais vendre au reste du monde. Il y a une négociation commerciale Europe-États-Unis, ça représente 30% du commerce mondial. L'objectif de cette négociation, qui va durer 1, 2, 3 ans, elle a démarré déjà depuis 8 mois, c'est d'harmoniser toutes les contraintes normatives. La hauteur du pare-choc dans le monde de l'automobile, le nombre de particules de CO2 dans les moteurs, mais aussi les barrières au commerce électronique, telles que les règles de protection de la vie privée. Cette négociation va être dure parce que si l'un des deux blocs émet une norme qui empêche à l'autre bloc de faire son commerce, tout ça s'arbitre devant un tribunal qui va prononcer des amendes parce que l'une des deux régions, l'Europe ou les États-Unis, aura prévu des contraintes qui empêchent à l'autre région d'aller y faire du commerce. Et aujourd'hui, c'est donc un enjeu de savoir si on est très loin devant en protection, mais qu'on prenne le risque de se faire condamner parce que la vie privée à la mode européenne empêche les entreprises américaines d'aller faire leur commerce chez nous. Aujourd'hui, on pense que la taille est un délit. Être énorme en réseau social, en moteur de recherche, en régie publicitaire, en soi, ce serait un problème qui fait qu'il ne faudrait avoir aucune tolérance sur les mécaniques de collecte de données et de partage d'informations. À mon sens, dans une analyse juridique plutôt qu'une opinion, être gros, c'est pas un délit. Être américain, c'est pas un délit, surtout pas aux États-Unis. Donc ces combats-là autour de ceux qui seraient allés trop loin ou qui sont déjà devenus trop puissants est un combat de professionnalisme. C'est pas un combat de David contre Goliath. Il faut être bon dans la négociation. Il faut l'être avec ses acteurs en tant qu'entreprise privée. Il faut l'être aussi avec leurs protecteurs, leurs États et leurs gouvernements, qui sont leurs partenaires commerciaux numéro 1 dans la réglementation et la négociation des échanges commerciaux. Donc c'est pas aller trop loin, c'est est-ce que nous avons la bonne méthode pour aller à l'objectif. Aujourd'hui, on parle d'un partage de valeur. Les modèles économiques ne sont pas expliqués aux consommateurs sur l'avantage qu'il y a à fournir leurs données, puisqu'ils savent qu'ils sont le moyen de financement du service à travers les données qu'ils fournissent. Pour réconcilier ces choses-là, il y a deux possibilités. Soit on protège la vie privée des riches et pas celle des pauvres, c'est-à-dire que les personnes vont être rémunérées pour les données qu'elles fournissent, et donc elles auront moins envie de protéger leur vie privée si elles n'ont pas. Elles auront moins envie de protéger leur vie privée si elles n'ont pas assez de ressources financières. Donc l'échange vie privée donnée, c'est une question de pauvres et de riches. Et c'est pour ça que c'est devenu une question de taxation.
S'il serait injuste de laisser les pauvres se faire acheter leur vie privée alors que les riches auraient les moyens de se protéger, c'est donc l'État qui va mettre tout le monde d'accord avec l'instauration de taxes sur la donnée. Bon mécanisme, mais on peut vouloir taxer dans son pays, faut-il encore que la loi soit applicable. Que ce soit en matière de vie privée ou de taxation de la data, de toute façon, il faudra se poser la question du territoire. Les grands débats du e-commerce sont des questions de territoire. Vie privée, sécurité sur les réseaux, lutte antiterrorisme, coopération judiciaire, tout ça, ce ne sont que des débats de territoire très importants. La taxation aussi, c'est-à-dire, je légifère dans mon coin, mais est-ce que ça va aller toucher le portefeuille de la personne qu'il faut ?